Ouvrir un coffre à bijoux, rêve de la plupart d'entre nous, procure de subtiles sensations. C'est avec une curiosité palpitante, un frisson de plaisir, que l'on plonge ses doigts dans les trésors qu'il renferme. On peut y puiser, à pleine main, des bijoux d'une grande diversité d'un travail remarquable, des colliers, des fibules, des bracelets, des pectoraux. La scène a des tons dignes d'un tableau aux teintes chaudes et aux détails luxuriants, sensualité d'un maître orientaliste. Les tons chatoyants de l'ambre et l'éclat mat de l'argent se mêlent au feu lumineux du corail, de la nacre et des pierres semi-précieuses. Les nombreux bijoux réalisés notamment dans l'anti-atlas, dont nous pouvons admirer quelques spécimens dans les musées et chez certains particuliers, nous laissent admiratifs devant le travail accompli. La profusion et la diversité des motifs, la finesse et l'habileté de leur exécution nous charment. Les bijoutiers de certaines régions donnent à leur production une forme et un décor spécifiques, ce qui confère à ces parures un cachet particulier. Pour un artisan, la fabrication d'un bijou en argent est un acte unique, complet et personnel, puisqu'il aura à en assurer toutes les phases, depuis la fonte du minerai jusqu'au polissage final. La première étape de son travail consiste à maîtriser la matière, à la dompter pour lui faire prendre la forme désirée. L'artisan met dans le récipient en terre réfractaire le lingot d'argent destiné à la fonte. Il ajoute une pincée d'arsenic pour accentuer la blancheur du précieux métal. Il s'agit d'être attentif et vigilant dans cette manipulation délicate et dangereuse. Avec une pince, il sort la lingotière, boule incandescente et fait couler l'argent fondu dans un moule préalablement huilé. Il referme le moule et le maintient avec un crochet de sûreté. Après refroidissement dans l'eau, les petits lingots d'argent sont laminés entre les cylindres d'une machine jusqu'à obtention d'une fine plaque d'argent. Le malum vérifie l'épaisseur du profilé à l'éclat lunaire. Dans ce rouleau en métal brillant seront découpées les petites lanières qui serviront à créer les décors champlevés appliqués sur les bijoux.
Le travail des bagues est très minutieux et demande beaucoup d'attention. La bague est maintenue sur une tige de fer. L'artisan la façonne avec un petit marteau. Ensuite, il la lime pour la polir. Il fait encore appel au feu, au chalumeau cette fois-ci, pour coller les petites alvéoles du décor. En dernier lieu, il la plonge dans un bain d'eau chaude additionné d'alune pour la blanchir. Si les bijoutiers sont passés maîtres dans l'art d'ouvrage des bijoux, c'est grâce à la disponibilité de la matière. Depuis l'époque almoravide, l'argent est extrait des mines d'Immittel à Tinriert. Les artisans peuvent disposer également du cuivre qui est exploité à Ouassimi, à Ifrane de l'Anti-Atlas. L'or n'entre qu'en infime partie dans l'élaboration des bijoux berbères. Il est à signaler une exception toutefois pour la tribu des Glaoua de l'Anti-Atlas, où tous les bijoux sont exécutés en or. L'histoire des bijoux dans notre pays, comme du reste celle des costumes, est très ancienne. Elle est intimement liée à celle de la découverte et de l'invention des procédés techniques d'extraction, de transformation et d'utilisation des matières premières. À l'époque romaine, le mot argentis désignait une mine d'argent ou de plomb argentifère au Maghreb. L'argent fut utilisé plus tardivement que l'or, depuis que l'on a appris à l'extraire du minerai de plomb. Pour monter un bracelet en filigrane, il faut du doigté et de la patience, avec une petite pince. Le bijoutier maintient les filaments en filigrane. Les flammes du chalumeau les consolideront. L'artisan soude également les chatons qui vont recevoir les pierres. Il fait refroidir le bijou dans l'eau, puis il le martèle et lui donne la forme ovale du bracelet en le modelant sur une grosse tige de fer. Un passage à la meule permet d'égaliser les contours du bijou et de le polir. Parmi plusieurs pierres de formes et de couleurs diverses, sorties tout droit d'un coffre de la caverne d'Ali Baba, il est difficile à l'orfèvre de faire un choix.
Mais son goût sûr et son expérience lui font opter pour des pierres d'une eau claire et mauve, proche de l'améthyste. Avec une pince, il serre les griffes du bracelet pour bien enchâsser les pierres. Pour rehausser la valeur et la beauté des bijoux, l'artiste peut utiliser plusieurs matériaux mis à sa disposition et dont l'emploi relève souvent du génie. Il s'agit notamment de l'ambre en provenance du Niger et du Mali. L'ambre, par l'éclat de sa couleur, évoque la chaleur et le rayonnement du soleil, source de lumière et de vie. Il est perçu également comme l'emblème de l'or et de la richesse. Il utilisera aussi d'anciennes pièces de monnaie comme les Hassani, les Youssoufis et autres, de la soie, de la laine, du cuir, du velours et du crin de cheval. Des pierres semi-précieuses telles que le corail, la cornaline, le talra proche de la turquoise et le nacre. Et bien sûr différents émaux et résines. Certains bijoutiers de l'anti-atlas, grâce à leur recherche et leur dextérité dans le travail des bijoux en argent, ont pu créer les techniques de pose de la nielle et de l'émail. La tribu des Iddao Smlel s'est forgé une solide réputation dans ce domaine. Haj Brahim Afdal, bijoutier natif de cette région et collectionneur passionné de parures en argent, nous parle de cette spécificité. La technique de pose de la nielle apporte au bijou une finition recherchée, lui confère un certain cachet. Ce travail est délicat et l'orfèvre doit être adroit et vigilant. La nielle résulte d'un mélange de plomb et de soufre. Cette résine est appliquée dans les interstices du bijou, prévus à cet effet. Après séchage, la pièce est polie pour en parfaire l'aspect. Le bijou alors acquiert une belle patine satinée. L'artisan sait-il que ses gestes sont millénaires? Certes, il a appris la technique et a acquis l'expérience auprès de son père ou de son malum. Cependant, sait-il que depuis les premiers anneaux en bronze façonnés à Tanger, l'antique Tanger, ou à Volubilis la romaine, d'autres artisans avant lui se sont penchés sur leur ouvrage, perpétuant ainsi une tradition. Cette tradition s'est enrichie avec les différentes influences des civilisations des peuples qui ont foulé le sol du Maroc, terre d'échange et de conquête. Ces peuples ont constitué les souches du tissu social marocain. Après les opérations d'ébarbage et de meulage, l'artisan va graver le bijou. Muni d'un ciselet, il commence son travail de précision. Il puisera parmi toute la gamme d'expressions géométriques ou florales le motif dont il ornera le bijou. Grâce à ce travail minutieux et imaginatif, aucune pièce ne ressemblera à une autre. Pour la conception et la réalisation des bijoux, l'artiste peut s'inspirer de formes simples, ronds, triangles ou carrés, mais il peut aussi recourir à la représentation stylisée de certains éléments de la faune et de la flore de sa région. Les figures les plus élémentaires auraient-elles aussi leur signification. Ainsi, le cercle, qui est peut-être la forme la plus primitive, évoque le disque solaire. Le carré, qui correspond au chiffre 4, rappelle les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Le triangle, associé au chiffre 3, conforte la notion de féminité. C'est la forme de la plupart des fibules.
Cependant, c'est le motif des deux triangles superposés représentant le sceau de Soleiman qui est un décor très répandu. On le retrouve également dans la sculpture du plâtre et dans le travail du bois. Il serait l'emblème de la sagesse et de la science. L'arbre le plus typique est le palmier, représenté dans son ensemble ou stylisé en dessin de rinceaux. Les fleurs, c'est un foisonnement d'œillets, de jasmin, de tulipes et de roses. Leur forme épurée reste la rosace. L'amande est nécessaire à l'alimentation et son huile est bénéfique aux soins. De tous les animaux réputés être des porte-bonheur, l'artiste pourra incarner la tortue, animal porte-bonheur par excellence. Il éloignerait le mauvais sort. Cette image orne les fibules de Ouarzazate. La colombe ou oiseau béni, ornement citadin des fibules en or créées à Fès et à Tétouan et que l'on retrouve dans les boucles d'oreilles en argent chez les femmes de la vallée du Drap. Tout ceci dénote que la population rurale proche de la nature est attentive à son environnement. Il y a enfin les écailles de poisson, motif courant, est exprimé sur différents bijoux. Il est représentatif de l'élément eau. Chez les hommes, les armes, par la préciosité de leurs matériaux et la qualité de leur travail, sont considérées comme des bijoux. Il existe une riche panoplie de sabres, de poignards et de fusils. Si ces armes étaient destinées dans le passé à l'autodéfense, aujourd'hui, elles ne servent plus qu'à l'apparat et font encore partie intégrante du costume traditionnel. La technique de la ciselure est pratiquée depuis le Moyen Âge. Elle comprend 3 genres différents. La ciselure au fondu, qui consiste à retoucher les objets sortant d'un moule, la ciselure prise sur la pièce, qui est une véritable sculpture du métal, et la ciselure au repoussé, qui a pour effet de mettre en relief un motif quelconque. Ces 3 techniques sont toujours utilisées au Maroc et sont appliquées à de nombreux objets d'orfèvrerie, fibules, bracelets, bagues et poignards. Les poignards sont parmi les armes blanches les plus prisées. On peut en distinguer 2 sortes. La sboula, petit sabre droit, plus connu dans les régions de l'Est et du Souss. La koumia ou khanjar, au corps arrondi, est plus utilisée sur le reste du territoire marocain. Le galbe de leur pommeau aurait 2 tendances. Le chapeau de gendarme ou la queue de paon, richement ornée. Les fourreaux des poignards sont l'objet de travail soigné et recherché. Ils sont gravés, ajourés, ciselés ou niellés. Ils peuvent être aussi sertis d'incrustations en relief. Parfois, une ou plusieurs pierres peuvent les agrémenter. Pour la réalisation de ces fourreaux, les feuilles d'argent sont découpées selon la taille voulue. Elles sont ensuite recourbées sur une boutterole en bois, puis elles sont soudées. En se servant d'un burin, l'artiste creuse et vide le précieux métal en suivant les grandes lignes tracées avec un compas. Il donne libre cours à son imagination. Sous ses coups de ciselés habiles et incisifs éclatent les décors de rinceaux, d'entrelacs et de rosaces.
Les poudrières, destinées à recevoir la poudre, comme leur nom l'indique, font aussi l'objet d'attentions particulières. Elles sont confectionnées à partir de matériaux divers tels que le bois, la corne, le fer, le cuivre et l'argent. Mais toutes comportent une ornementation en argent gravé. Elles sont portées en bandoulière par une cordelette en soie ou en laine. La bijouterie traditionnelle, avec ses techniques, ses formes, ses décors et ses symboles magico-religieux, constitue toujours la base incontestable pour le développement de la bijouterie d'aujourd'hui. Elle est à la fois un patrimoine riche et diversifié et un langage qui reste plus ou moins énigmatique, ce qui accentue son côté féerique.